Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une intervention assez marquante qui a eu lieu au Conseil de sécurité de l'ONU, celle d'Amar Benjama, le représentant de l'Algérie. On va s'appuyer sur une analyse vidéo qui décrypte vraiment ce discours. Notre objectif, c'est de comprendre pourquoi on en parle comme d'un événement exceptionnel. Qu'est-ce qui sortait tant du cadre habituel là-bas? Oui, bonjour. C'est vrai que le Conseil de sécurité, c'est plutôt connu pour son langage très diplomatique, très mesuré, froid même. Et là, l'intervention algérienne, elle a vraiment tranché. Par la franchise déjà, mais aussi par une intensité, une charge émotionnelle qu'on entend franchement rarement dans cette enceinte. Et ce qui frappe d'emblée, c'est le début, hein. Oui. Pas du tout une entrée en matière classique. Ça commence par quelque chose de très fort, des excuses. Des excuses publiques directes au peuple palestinien. C'est ça. Pas de déclaration politique un peu générale, non. Il ouvre en demandant pardon. Pardon aux enfants, aux femmes, aux anciens de Palestine, mais aussi aux médecins, aux journalistes, toutes les victimes. L'analyse reprend cette phrase, assez choc. Pardonnez-nous de ne pas avoir pu vous protéger. Waouh! Et ça change tout par rapport au temps habituel, j'imagine. Ah oui, complètement. On sort de la froideur diplomatique. C'est pas juste une marque d'empathie polie, quoi. C'est déjà une accusation, en fait. Implicite au début, mais très forte. Une accusation de l'échec collectif. Celui de la communauté internationale, et du Conseil en premier lieu. Dans sa mission la plus fondamentale, la protection des civils. Et le fait de répéter ce « pardonnez-nous », ça souligne l'impuissance, la paralysie face au blocage, aux fameux différents procéduraux qui empêchent d'agir. Et après cette entrée en matière très, très chargée émotionnellement, le discours s'ancre dans des faits, des chiffres très durs. Oui, des chiffres qui donnent le vertige et que l'analyse rappelle bien. On parle de milliers d'enfants tués, plus de 12 000 femmes, plus de 4 000 personnes âgées exécutées. Et ça touche aussi ceux qui aident, plus de 1400 personnels médicaux humanitaires tués en service, plus de 250 journalistes assassinés parce qu'ils essayaient de montrer la vérité. C'est terrible. Et il y a ce chiffre aussi particulièrement glaçant que l'analyse pointe, plus de 500 travailleurs humanitaires délibérément visés. Oui, et l'interprétation qu'en fait la source, elle est terrible. C'est comme un message, quoi. Un message qui dirait attention, si vous aidez les Palestiniens, la mort vous attend. Présenté comme ça brut, dans l'enceinte même de l'ONU, ces chiffres, ça prend une dimension, c'est presque insoutenable en fait. L'analyse dit justement qu'on dépasse la simple statistique là. C'est exactement ça. L'analyse utilise des termes très forts. Ça devient des documents vivants d'accusation, ou même un document criminel, déposé au cœur du système international, qui est qualifié de témoin silencieux. Ce que Benjamin met en avant et que l'analyse reprend, c'est pas que le monde ne sait pas. L'info, elle est là. Non, le vrai problème pointé du doigt, c'est le manque de volonté politique. C'est pas l'absence de conscience, c'est l'absence de volonté. Ces chiffres dressent un tableau vraiment accablant. Mais le discours ne s'arrête pas au constat, il cherche aussi les causes, n'est-ce pas? Tout à fait. Après l'émotion, l'effet brut, là on passe à la confrontation politique directe. On glisse des excuses vers l'identification de ce qui est présenté comme la cause majeure de cet échec, le droit de veto. L'analyse mentionne son utilisation par certaines grandes puissances. Les États-Unis sont cités spécifiquement pour, selon cette lecture, protéger Israël de toute mise en cause juridique sérieuse. Le fameux droit de veto. Peut-être juste rappeler en deux mots ce que c'est pour ceux qui... Oui, bien sûr. En gros, c'est un pouvoir spécial qu'ont les 5 membres permanents du Conseil. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Ça leur permet de bloquer une résolution, même si tous les autres pays sont pour. Un seul nom d'un de ces 5-là, et hop, ça bloque tout. C'est ce mécanisme qui est critiqué ici. D'accord. Et la conséquence, selon Benjamin? Eh bien, la conséquence décrite et que rapporte l'analyse, c'est que la justice au sein du Conseil, elle devient dépendante des rapports de force. Vu comme ça, le droit international, il ne s'applique vraiment que s'il ne gêne pas les intérêts des plus puissants. Israël, dans cette perspective, ne serait pas protégé par la loi en tant que telle, mais par une sorte de couverture politique qui le mettrait, de fait, au-dessus des règles communes. Dire ça au cœur même des Nations Unies, c'est quand même d'une audace folle. Ça questionne la crédibilité même de l'institution. Exactement. C'est une remise en cause frontale. L'ONU, créée pour empêcher les guerres, protéger les civils, et qui, selon ce discours, se retrouve impuissante, simple spectateur de drames qui se jouent en direct.
C'est un constat d'échec très très dur qui est posé là. Mais cette franchise, cette façon d'aller un peu au clash, ça peut surprendre dans les couloirs feutrés de l'ONU. Mais l'analyse rappelle que, venant de l'Algérie, ce n'est peut-être pas si étonnant. Il y a un contexte historique derrière. Absolument. L'analyse insiste beaucoup là-dessus. Il faut se rappeler d'où parle l'Algérie. C'est 130 ans de colonisation française, une expérience très dure de marginalisation, et surtout une guerre de libération extrêmement sanglante. On parle de plus d'1,5 million de martyrs. Cette histoire, cette mémoire, ça forge forcément un regard particulier sur l'occupation, la résistance, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est ce qui expliquerait ce lien très fort avec la cause palestinienne. C'est ça. Selon l'analyse, c'est un lien quasi viscéral. Pour l'Algérie, ce n'est pas juste une solidarité politique un peu abstraite, c'est vécu comme un miroir, comme le prolongement de sa propre expérience existentielle. Quand Benjema parle avec cette intensité, on sent presque l'écho de la lutte algérienne. Pardonnez-nous, par exemple, ça résonne différemment quand on sait ce que c'est que de se sentir seul face aux puissances. La position de l'Algérie, son soutien historique au mouvement de libération en Afrique, en Amérique latine, sa défense des peuples opprimés, même quand ça veut dire défier les grands. Tout ça, ça découle de cette histoire. Donc on a l'émotion, la politique, l'histoire, mais le discours ne s'est pas arrêté là. Il y avait aussi une dimension juridique forte, c'est ça? Tout à fait. Ce n'était pas qu'un cri du cœur ou une leçon d'histoire, non. L'analyse souligne bien que Benjama s'est appuyé sur des éléments juridiques concrets. Il a notamment cité les conclusions d'une commission d'enquête internationale indépendante, et ces conclusions, d'après ses mots, sont très graves. Ce qui se passe à Gaza atteindrait le niveau de crime de génocide et de crime d'extermination. Des mots extrêmement lourds, surtout dans cette enceinte. Oui, très lourd. Et il précise bien que ce n'est pas basé sur quelques incidents, mais sur des rapports crédibles qui indiqueraient une politique délibérée, systématique, visant à détruire tout ou partie d'un groupe. C'est une qualification juridique majeure. Et il y a eu cet avertissement aussi, rapporté par la source, sur les échecs passés du Conseil. Oui, un avertissement très solennel. Benjama a rappelé que le Conseil avait déjà échoué 2 fois à empêcher un génocide par le passé, et qui se trouvait là au seuil d'un 3e échec potentiel. L'implication est claire, et l'analyse le dit bien, c'était une façon de mettre chaque membre du Conseil face à sa responsabilité historique. Le message, c'était « Agissez maintenant pour arrêter ça, ou l'histoire retiendra votre complicité par inaction ». C'est un appel très direct à la conscience de chacun. On a donc une charge très complète, morale, politique, juridique, historique. Mais est-ce que le discours a aussi essayé d'ouvrir une autre perspective, plus positive peut-être? Oui, et c'est un point important. Ce n'était pas seulement une dénonciation, un réquisitoire. Il y avait aussi une volonté de transmettre un message d'espoir, de résistance. Benjama a fait un parallèle très fort entre la résistance palestinienne actuelle et la résistance algérienne contre la France. L'idée centrale, c'était, de la même manière que plus d'1 siècle d'occupation n'a pas effacé l'identité algérienne, eh bien plus de 7 décennies n'effaceront pas l'identité palestinienne. C'est une comparaison puissante. Très puissante. Ça véhicule plusieurs messages en fait. D'abord, un message de solidarité profonde aux Palestiniens. Vous n'êtes pas seuls, votre combat est juste et l'histoire finira par vous donner raison, un peu comme pour l'Algérie. Et puis, c'est une affirmation plus générale. Les occupations, même longues, même brutales, sont vouées à disparaître. Les peuples ne renoncent pas. C'est un message d'espoir ancré dans l'expérience algérienne, mais projeté vers l'avenir palestinien. Si on essaie de résumer, qu'est-ce qui a fait la force si particulière de ce discours d'après l'analyse qu'on a étudiée? L'analyse pointe vraiment cette combinaison de plusieurs niveaux qui se renforcent mutuellement. Le niveau moral d'abord, qui touche à l'universel, avec les excuses, la souffrance des victimes. Ensuite, le niveau politique, qui nomme les blocages, le veto, qui désigne les responsabilités. Et enfin, le niveau juridique, qui s'appuie sur les faits, les rapports, les qualifications de crimes graves, comme le génocide ou l'extermination. C'est l'articulation des trois qui rend le message si dense, si difficile à ignorer. On sent bien que ça va au-delà du simple plaidoyer diplomatique habituel. C'est ça. L'analyse suggère que ça place l'auditoire et, au-delà, la communauté internationale, face à des questions fondamentales, même si elles ne sont pas posées texto, du genre « de quel côté êtes-vous ? Justice ou complicité ?
Victime ou bourreau, est-ce que les principes et les lois que vous avez signés, c'est du sérieux ou juste des mots? C'est une interpellation très directe en fait. Et l'analyse insiste aussi sur le rôle particulier de l'Algérie dans ce moment. Oui, elle souligne que, même sans avoir le droit de veto, sans être une superpuissance économique ou militaire, l'Algérie a réussi à exercer ce que l'analyse appelle une autorité morale forte. C'est un peu la preuve que la parole juste, la parole sincère, qui vient d'un pays avec une histoire lourde et une position cohérente, ça peut encore avoir du poids, ça peut encore bousculer l'ordre établi. L'Algérie s'est faite un peu la voix des sans-voix ce jour-là. Hmm. D'ailleurs, l'analyse résume bien les messages clés du discours en 3 directions. Un message au peuple palestinien: ne perdez pas espoir. L'Algérie et les peuples libres sont avec vous. Votre identité ne disparaîtra pas. Un message à la communauté internationale: votre silence est coupable. Votre inaction est une forme de complicité. Et un message à Israël et à ceux qui le protègent: les crimes ne resteront pas impunis, l'histoire vous jugera. Au final, cette intervention d'Amar Benjama, c'était bien plus qu'un simple discours. On comprend mieux pourquoi l'analyse parle d'événements exceptionnels. C'était une véritable confrontation, morale, politique, historique. Un acte de langage très fort, très ancré dans l'histoire algérienne, qui a délibérément choisi de rompre les codes pour dénoncer un statu quo jugé intolérable et l'impuissance perçue de la communauté internationale. Ce qui est vraiment frappant, c'est de voir comment une telle franchise, une telle émotion brute et un tel poids historique peuvent faire éruption comme ça au cœur même des mécanismes onusiens, qui sont d'habitude si polissés, si feutrés. Ça montre peut-être qu'il y a encore une place pour une parole différente, une parole qui essaye de briser un peu l'armure diplomatique pour toucher à l'essentiel, à l'humain, même au plus haut niveau. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une réflexion un peu plus large. Cette intervention, elle pose une question de fond sur le fonctionnement de nos institutions internationaux. Comment est-ce qu'elles peuvent gérer cette tension constante entre, d'un côté, les besoins du protocole, de la diplomatie qui sont nécessaires pour négocier, pour avancer, et de l'autre, l'urgence morale absolue face à des crises humanitaires criantes. Surtout quand cette urgence est portée par une voix qui puise sa force non pas dans des calculs, mais dans l'expérience vécue, dans l'histoire douloureuse d'une nation. C'est tout le défi finalement de faire cohabiter la réelle politique et l'impératif humain. Une question complexe, c'est sûr, mais que ce discours a brutalement remise au centre.